A série Foucault, Deleuze e Derrida, Pensamentos Rebeldes, traz os filósofos Elisabeth Roudinesco, Frédéric Worms, Guillaume Leblanc, Pierre Zawi, além da curadora do módulo Scarlett Martin, para tratar da ótica filosófica introduzida na França a partir dos anos 60 pelos rebeldes. No programa de hoje, Guillaume Leblanc indaga se somos autores ou vítimas das normas. Pode ser a vida fora das normas? Je considère donc que la philosophie doit, en quelque sorte, sortir de son sillon, être de ce point de vue exorbité, c'est-à-dire sortir de son orbite, pour rechercher cette extériorité qui lui vient tout simplement du monde réel, du monde des vies ordinaires, qui sont aujourd'hui traversées par une relation à la crise qui est tout à fait évidente. Donc pour ma part, c'est très important de considérer que la philosophie est une pensée parmi d'autres, qu'elle cherche peut-être à, au fond, produire un règlement tolérant des différentes formes de pensée qui existent. Si la philosophie a une caractéristique dans le monde de la pensée, c'est peut-être qu'elle est justement une forme, non pas de police de la pensée, et c'est vrai que pendant très longtemps et souvent encore, elle continue à être une police de la pensée, mais qu'elle cherche, je crois, au contraire, à être quelque chose comme un règlement tolérant des formes de pensée. Paris, maio de 1968. Uma transformação profunda do pensamento e dos valores se põe em marcha. Movimentos de contestação tomam as ruas e vão mudar o rumo da história, os usos e costumes, o comportamento, a política e as ciências sociais. Acreditava-se que a filosofia perdia o monopólio do pensamento, saía das salas de aula e ganhava o mundo real. Ce n'est pas un hasard si, dans les années 60, certains ont critiqué cela en disant c'est la pensée 68. Je dirais plutôt c'est mai 68 en philosophie comme effet positif de la façon de faire de la philosophie. Ce n'est pas un hasard si, justement, quelqu'un comme Gilles Deleuze, par exemple, a voulu chercher à travailler, à sortir de la philosophie. Et pour lui, sortir de la philosophie, ce n'était pas tourner le dos à la philosophie pour faire de la littérature, de la poésie ou autre chose. Sortir de la philosophie, c'était la seule façon de faire de la philosophie. Et Derrida lui-même, dans les mêmes années, en 66, 67, écrit qu'il veut également travailler à la limite de la philosophie. À la limite. Comme si, au fond, en cherchant à sortir de la philosophie ou en étant, disons, à la limite de la philosophie, comme s'il y avait la possibilité de produire un geste nouveau dans la pensée, qui tient, je crois, à cette idée que si la philosophie est, au fond, une pratique de pensée nécessairement solitaire, elle reste néanmoins, en son cœur, en son centre de gravité, liée à toutes les formes de pensée qui, à l'extérieur, dans les vies ordinaires, anonymes, mais aussi dans d'autres savoirs, se produisent, se développent, de telle sorte que la philosophie n'a plus ce monopole de la pensée qu'elle aurait pu avoir, qu'elle croyait avoir lorsqu'elle regardait avec un certain surplomb et une certaine arrogance les autres savoirs comme des savoirs dotés de pensées de statut moindre. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la philosophie s'avance du côté de la tolérance à l'égard des autres pensées? Cela signifie, à mon sens, qu'elle cherche un petit peu à desserrer le cours des normes dans lesquelles les existences sont prises. Filosofia e normas. A vida não apenas se apoia sobre regras e normas a respeitar. Essas regras e normas têm relações de poder. Regulam a vida, a sociedade e mantêm o mundo nos trilhos. Mesmo que às vezes essas regras se tornem obsoletas e criem novos conflitos. Il suffit d'ailleurs, pour penser à ces règles et à la manière dont elles s'imposent aux vies ordinaires, il suffit de réfléchir à ce qui se passe, au fond, lorsque ces règles, brusquement, s'absentent, s'effacent, deviennent plus fragiles, comme c'est le cas, par exemple, pour quelqu'un qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays. Il se trouve donc littéralement dans un état d'apatrie, c'est-à-dire qu'il est justement privé
d'un ensemble de règles qui supportaient son existence et qui maintenant ne peuvent plus le supporter. Cette expérience de l'étrangèreté, qui devient en même temps une expérience de l'étrangèreté au monde, se retrouve, je crois, dans d'autres expériences sociales cruciales ou dans d'autres expériences vitales, comme par exemple, c'est le cas pour la maladie. Lorsqu'on devient malade, d'une maladie chronique, d'une pathologie lourde, le monde ordinaire qui avait sa solidité, sa forme, sa cohérence, se met à perdre cette cohérence, à devenir une espèce de monde fragile, troué, dans lequel la vie n'est plus aussi aisée qu'elle était avant. Et cela est le cas aussi dans certaines expériences sociales particulières, comme par exemple lorsque l'on perd son travail, que l'on devient chômeur, et où brusquement tout un ensemble de règles sociales ne joue plus le rôle qu'elles jouaient autrefois. Et là, on voit alors que ce monde ordinaire dans lequel nous évoluions comme un poisson dans l'eau, entre guillemets, se met à être un monde très mouvementé, avec des règles sociales, des normes qui n'étaient pas interrogées tant qu'elles allaient de soi, et qui se mettent à être interrogées parce que maintenant, justement, nous avons perdu la possibilité d'être inscrits dans ces normes. Alors, il me semble que la crise actuelle qui a renforcé les situations de fragilité sociale, qui a démultiplié les licenciements, qui a précarisé certaines formes de travail, bref, qui a fragilisé encore davantage les existences, la crise actuelle, justement, doit être interrogée à partir de cette crise ou de cet affaiblissement du sens des normes pour les vies, de telle sorte que ce qui était socialement évident ne l'est plus. Os fora das normas e o poder de transformação. Notre présent aujourd'hui, s'il est d'un côté de plus en plus socialement construit à partir de normes de plus en plus déterminantes, notamment liées à l'impact du marché économique sur chacune des vies, notre présent ne peut pas se réduire à ce présent de marché, à ce présent de marchand, à ce présent de marchandise, à ce présent de marchandisation. Il est également un présent qui est engendré, réinventé, renouvelé par des formes de vie qui sont peut-être mises à la marge, mais qui travaillent à de nouvelles possibilités de vie ensemble. Et c'est ce double mouvement qui, je crois, caractérise le présent. Je crois que l'erreur aujourd'hui serait de dire le présent, ce n'est que, en quelque sorte, le marché. Comme si, au fond, il y avait une espèce de simplification du monde de la vie ordinaire à partir d'une logique de la gouvernementalité néolibérale qui a été, par ailleurs, très bien décrite par plusieurs auteurs, y compris dans le champ contemporain. Je crois que ce serait une erreur que de ne pas voir que dans les plis de cette forme de la société qu'est le marché, il y a justement des formes alternatives, des contre-cultures qui n'ont de place marginale que parce qu'elles ont été marginalisées, mais qui en réalité sont des formes centrales pour comprendre notre présent. Segundo o filósofo francês Michel Foucault, o papel da filosofia é produzir um diagnóstico do nosso presente, detectar as condições e possibilidades do nosso tempo. Qu'est-ce qui rend possible notre présent aujourd'hui qui n'était pas possible hier? Et je dirais que si cette question me semble encore plus vraie aujourd'hui qu'hier, si elle est encore plus d'actualité, c'est précisément du fait
de la crise que nous connaissons, qui nous oblige, je crois, à interroger, bien sûr, les fondements néolibéraux de notre monde contemporain, mais aussi à interroger et à mettre en avant les formes de vie alternatives qui naissent de la contestation même de ce marché. Autrement dit, notre présent n'est pas du côté exclusif du marché. Je dirais que notre présent repose sur une espèce de conflit entre, d'un côté, une logique économique, effectivement, de marchandisation de la forme de vie de l'homme, et de l'autre côté, des réponses alternatives à cette marchandisation qui impliquent des possibilités de vie commune qui sont, je crois, caractéristiques d'une nouvelle expérience de la démocratie. La démocratie, elle, d'une certaine manière, elle renaît aussi de la possibilité que les uns et les autres ont, dans leur propre forme de vie, de contester justement la logique du marché. Inclusão, precariedade, exclusão. Il faut donc considérer, je crois, qu'il y a trois grandes expériences sociales. D'une part, l'expérience de l'inclusion, et je dirais qu'une vie inclue, c'est peut-être quelque chose comme un idéal, hein, un idéal entre guillemets, parce que je ne crois pas que l'idéal soit celui-là, véritablement parlant, je dirais à la fin pourquoi, mais une vie inclue, c'est une vie qui est à peu près assurée d'avoir ses propriétés sociales minimales sans lesquelles elle ne peut pas se développer. Une vie, par contraste, exclue, et la littérature sur l'exclusion le montre très bien, en particulier en France, la sociologie d'auteurs comme Robert Castel ou de Serge Pogam le développe très bien. Une vie exclue, c'est une vie qui n'a plus ses propriétés sociales. Le prototype de la vie exclue, c'est la vie à la rue, du sans domicile fixe, qui n'a plus aucune propriété sociale, qui lui permet de stabiliser sa vie. Et je dirais qu'entre l'inclusion d'un côté et ce régime de l'exclusion, où on voit d'ailleurs que très souvent il y a une espèce de frontière invisible qui passe entre ces deux genres de vie, la frontière du normal et du pathologique. Et bien sûr, cette frontière, il faut la contester vigoureusement, mais il n'en reste pas moins que cette séparation entre l'inclusion et l'exclusion est redoublée, renforcée par une espèce de ligne de démarcation entre le normal et le pathologique. Comme si, au fond, il y avait une vie socialement normale qui l'emportait sur des expériences pathologiques d'individus négatifs, d'individus par défaut, d'individus surnuméraires, tout un ensemble de termes que la sociologie a utilisés pour qualifier justement ces individus qui sont du côté de l'exclusion. Alors je dirais qu'entre ces deux expériences sociales, il y a, faisant le pont entre ces deux expériences, une troisième expérience qui est celle de la précarité, dans laquelle devenir précaire, au fond, c'est continuer à être intégré par certains biais, continuer à voir sa vie quotidienne assurée par un travail, par exemple, par un logement, par un revenu complémentaire si on a été licencié, mais c'est en même temps qu'on a un pied dans la société, c'est en même temps avoir un pied hors de la société, c'est dans la mesure où c'est être frappé sur l'une de ses propriétés sociales majeures d'exclusion. Donc le précaire, au fond, qui est-il? C'est quelqu'un qu'on pourrait dire un inclus exclu, un inclus en cours d'exclusion, un inclus qui est encore inclus parce que, par exemple, il a un travail, mais qui est en cours d'exclusion parce que, par exemple, dans son travail, il a été disqualifié, il a été mis de côté, ou parce qu'il a perdu son travail. Et vous voyez bien que la question sociale aujourd'hui n'est pas avoir ou ne pas avoir un travail. La question sociale n'est pas celle-là, c'est plutôt celle de savoir si il y a
une intégration d'une vie dans l'ensemble des propriétés sociales ou non. Si la précarité aujourd'hui devient au fond un thème de plus en plus important dans les sciences sociales, mais aussi en philosophie, c'est justement parce que la vie humaine fait l'expérience que l'ensemble de ses propriétés sociales n'est pas toujours disponible. Ce point me semble très important dans la mesure où justement, quand on réfléchit ainsi à la vie ordinaire, avec ces trois possibilités sociales d'être relativement intégré, d'être dans une situation intermédiaire d'inclusion-exclusion ou d'être en voie d'exclusion, on se rend compte que, au fond, la procédure qui consiste à aller de l'intégration ou de l'inclusion à l'exclusion est une procédure qui, progressivement, consiste à aller d'un espace de normes, de règles, de relations de pouvoir, à ce qu'on pourrait appeler du hors-norme. Au fond, plus une vie est exclue, et plus elle glisse dans le hors-norme. Mais ce hors-norme, vous voyez bien ce que c'est le hors-norme du rebut, c'est le hors-norme de la déchéance sociale, c'est le hors-norme de ce que Michel Foucault a appelé, dans un cours très important sur le pouvoir psychiatrique, l'inassimilable. O inassimilável é todo aquele que foi, que deixou de ser, todo aquele que sobra e com o qual não sabemos o que fazer. A experiência da fragilização social equivale a perder o significado para o mundo. É uma vida que parece não valer a pena ser vivida. Alors, en faisant ce voyage, la philosophie peut comprendre du même coup que la réflexion sur les normes qui encadrent une vie ordinaire, qui la facilitent, etc., les relations de pouvoir, les règles sociales, tous les implicites qui font que voilà, nous évoluons dans un monde commun. Le commun d'un monde tient à un ensemble de règles implicites. Donc la philosophie peut comprendre que tout ce monde commun des normes peut brusquement manquer à une vie qui, de ce fait, devient une vie hors norme. Qu'est-ce que c'est donc qu'une vie hors norme ? C'est une vie qui n'est plus reconnue comme étant capable d'être dans l'espace commun des normes. C'est une vie qui a été mise au ban. Et de ce point de vue, en français en tout cas, il y a un élément intéressant de l'espace, de la topographie. On appelle ce qui entoure les villes la banlieue. La banlieue, c'est le lieu du banc. Banc, non pas l'endroit où l'on s'assoit, mais le banc B-A-N, c'est-à-dire de tous ceux qui ont été justement mis à l'extérieur. Donc, la banlieue, c'est le lieu de tous ceux qui ont été, au fond, virés du centre. C'est le lieu de la périphérie. O processo de fragilização é a perda da voz, da imagem, da humanidade. Primeira perda, a voz. Ici, je parle, vous m'écoutez, c'est très bien, remercie. Mais cette possibilité de la voix que j'ai tient en quelque sorte au fait que mon existence sociale est relativement justifiée. Vous savez que je viens de France, que je suis un intellectuel, que j'ai écrit des livres, etc. Et donc, vous m'écoutez, c'est très bien. Mais on voit par là que la possibilité de la voix, que l'on croit être une possibilité, là aussi, tellement limpide qu'on n'y prête pas attention, dépend en réalité de ce qu'on pourrait appeler la signature sociale qui est apposée à un individu. Et je dirais qu'être hors norme, devenir progressivement hors norme, parce que vous avez compris que la chute dans le hors norme est une chute progressive qui passe d'abord par la précarité et qui ensuite culmine dans l'exclusion. Je dirais que la possibilité de devenir hors norme engendre une perte de la voix, du précaire puis de l'exclu, non pas parce que le précaire ou l'exclu sont des, entre guillemets, sans voix, comme on dit actuellement, mais parce que leur voix n'est tout simplement pas retenue comme une voix sensée. Soit parce que cette voix devient
une voix barbare, une voix de celui ou de celle qui a été mise au ban, le sauvageon de la banlieue qui vient forcément faire des œuvres négatives, brûler des voitures, etc., et qui ne peut être donc qu'un bruit dans le monde sensé des vies ordinaires, soit parce que la voix de celui qui parle n'est justement plus prise en compte. Segunda perda, a imagem. On devient, au fond, en devenant précaire puis exclu, on devient de plus en plus invisible. Mais on devient de plus en plus invisible, non pas parce que on est d'abord en quelque sorte un visage, on devient de plus en plus invisible parce que c'est notre voix qui, en ayant disparu, en cessant de compter, ne peut plus en quelque sorte faire venir à elle le visage qui la porte. La perte de la voix engendre la perte du visage. Moins tu comptes dans ta propre voix, dans ton timbre, et plus je peux ne pas te voir. Pour que je puisse ne pas te voir du tout, il suffit au fond que je ne t'entende plus. Ne plus t'entendre, c'est la condition de ne plus te voir. Terceira perda, a humanidade. Cette façon de considérer donc l'autre mise hors norme comme ayant perdu sa voix, puis ayant perdu son visage, me semble culminer donc dans une troisième perte, qui est une perte fondamentale, qui est la perte majeure, mais qui est liée aux deux premières, qui est la perte de la qualité humaine d'une vie. Là aussi, nous considérons en général que la notion d'humanité est partagée, qu'il y a un monde commun, une humanité commune, parce que nous sommes tous, plus ou moins spontanément, humanistes. Et c'est très bien. Mais ce faisant, il me semble qu'il faut être attentif à ce que j'appellerais les formes de la déshumanisation, qui font que tous les êtres humains ne sont pas également reconnus comme humains à part entière. As engrenagens de desumanização estão ligadas a diferentes experiências sociais, como a violência. Mas a violência indireta de um sistema também pode provocar a perda de humanidade. Basta transformar o homem em coisa, em instrumento. E o exemplo típico disso é a escravidão. Após ter perdido a voz, a imagem e a humanidade, perdemos toda a capacidade de realização. L'exemple typique, le prototype de cette chosification de l'être humain qui annule sa qualité d'être humain, c'est l'esclavage. Dans l'esclavage, justement, je ne vois même plus l'être humain qui est devant moi. Il y a un très beau roman du romancier américain Ralph Ellison qui s'appelait L'homme invisible et qui commençait par quelqu'un qui n'était jamais vu par les autres. Et ce quelqu'un, on apprenait très rapidement qu'il s'agissait d'un noir et qu'il n'était pas vu parce qu'au fond, il y avait un système colonial qui était en place et qui faisait que les yeux du colon ne passaient à travers cet homme noir et voyaient au-delà de lui. Il est évident que dans ces cas extrêmes, donc, où un être humain n'est même plus considéré comme être humain mais comme une chose, une quasi-chose, il y a effectivement une déshumanisation. On pourrait dire que le sommet donc de l'invisibilité, de la perte de la voix, le sommet de cette expérience de la déshumanisation, cette troisième expérience, c'est justement le désœuvrement. En considérant que le désœuvrement, ce n'est pas le fait de ne pas faire œuvre. Michel Foucault, dans
la première préface de l'histoire de la folie donnait une très belle définition de la folie. Disait, la folie, c'est l'absence d'œuvre, du bruit, quelque part, une soudaine agitation convulsive de quelqu'un. Et au lieu que l'on considère cela comme un travail, comme une action, on dit « mais quoi, c'est un fou ». Et ce fou est renvoyé dans l'oubli, dans l'effacement, dans l'invisibilité. Je dirais que ce que Foucault a décrit à propos de la folie c'est l'absence d'œuvre, il me semble qu'il faut le dire à propos de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la mort sociale. La mort sociale, c'est quoi? C'est l'absence d'œuvre. C'est-à-dire, un sujet est mort socialement lorsque son potentiel d'œuvre, lorsque ce qu'il fait, n'est plus considéré comme faisant partie de quelque chose comme de l'œuvre. Il y a 1000 manières de considérer des actions comme de la fureur, comme de l'ennui, comme de la rage, comme de la galère, c'est-à-dire comme tout sauf de l'œuvre. La possibilité de faire œuvre, elle ne dépend pas là aussi d'un sujet simplement, elle dépend de la façon dont, à l'extérieur, quelqu'un va reconnaître que c'est bien une œuvre, que c'est bien quelque chose comme une action sensée. De telle sorte que l'absence d'œuvre, c'est justement l'impossibilité de compter, de peser sur le monde des hommes. C'est la relégation justement dans la marge. Alors la question que je voudrais poser pour finir, c'est au fond la suivante. Est-ce que le hors-norme est-ce que le hors-norme que nous pouvons analyser lorsque nous réfléchissons à une vie en milieu social, est-ce que ce hors-norme, c'est nécessairement le hors-norme de la mise au ban, de la malédiction, de l'invisibilité, du désœuvrement? Alors, je répondrai à cette question en disant tout simplement non. E o trabalho nessa história? Parce que dans le travail, en général, on a une vision caricaturale du travail en estimant que ça a été beaucoup caricaturé en France dernièrement, en estimant que le travail, c'était simplement une histoire de gains financiers. Alors qu'en réalité, dans le travail, quand on réfléchit un petit peu au travail, j'ai beaucoup réfléchi avec des gens travaillant, avec des psychologues, etc. là-dessus, on se rend compte que ce que disent les gens qui travaillent, c'est que ce qui est intéressant dans le travail, c'est qu'on fait quelque chose avec d'autres, pour d'autres, avec d'autres, pour d'autres. Et on fait quelque chose avec d'autres, pour d'autres, parce qu'avant nous, d'autres que nous ont fait également ce quelque chose. De telle sorte que dans le travail, on est placé dans une espèce d'humanité d'individus qui ont précédé, d'individus qui vont nous succéder. Toute la question de la retraite ici trouve son sens. La solidarité avec des formes de vie sans travail également, et d'une humanité qui est composée également d'autres vivants travaillants. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans cette expérience? C'est, je dirais, la possibilité de faire une œuvre commune. La possibilité que quelque chose de soi passe dans le monde des autres. Et quand quelque chose de soi passe dans le monde des autres, sa propre vie, je crois, peut avoir un sens. Quand quelque chose de soi, quand le soi en question ne passe plus par ce qu'il fait dans le monde des autres, à ce moment-là, je crois que, effectivement, le réflexe, c'est de considérer, au fond, que sa vie est finalement quelque chose qui ne vaut pas la peine d'être vécu parce qu'elle n'a plus la possibilité de travailler à quelque chose de plus grand que soi. Je crois que, en général, nous insistons trop sur le fait que les existences sont en quelque sorte petites, médiocres, et qu'elles travaillent pour elles-mêmes seulement. En réalité, je crois qu'il faut réhabiliter l'idée, réintroduire l'idée que les existences ont quelque chose de plus grand qui leur donne un sens. Et dans ce quelque chose de plus grand, il y a la possibilité de faire une œuvre commune, une œuvre qui va être léguée, déposée dans le monde commun de l'humanité. Et le travail contribue, je crois, à cela, même si il ne faut pas pour autant sanctifier le travail. Je dirais qu'il faut au contraire ouvrir le travail à toutes les formes d'activité qui aujourd'hui ne sont pas reconnues comme du travail. En particulier toutes les activités des collectifs, de chômeurs, etc., qui font bien du travail, mais qui n'est pas rémunéré. Et c'est cela qu'il faut plutôt, à mon avis, critiquer.
Il faut critiquer non pas la notion de travail, mais plutôt la réduction du travail au seul travail salarié. Et ce qu'il faut, c'est agrandir les formes de travail vers les activités qui, aujourd'hui, ne sont pas considérées comme du travail. O poder da margem e o minoritário. Un pouvoir de la marge, non pas au sens où être dans la marge, c'est être cet individu dangereux, cet individu inassimilable, ce délinquant ou ce déviant dont a parlé Foucault, mais où être dans la marge, c'est justement avoir la possibilité d'un usage singulier des normes. Dans un livre très important, Mille plateaux, Deleuze et Guattari, justement, font une analyse des usages majoritaires de la langue, et ils montrent comment ces usages majoritaires de la langue sont en même temps à chaque fois liés à des débordements syntaxiques, à des débordements lexicaux, à des nouvelles façons d'écrire, de parler. Il voyait dans Kafka l'exemple même de ce devenir minoritaire de la langue, qui est justement ce qu'on peut appeler un devenir minoritaire. Alors je dirais, qu'est-ce que c'est que devenir minoritaire ? C'est justement introduire dans les normes, et vous voyez qu'on n'est plus en dehors, mais on est bien dedans, introduire dans les normes des formes de vie alternatives qui sont justement liées en général à des possibilités de vie justement qui contestent l'usage dominant des normes. C'est là, pour ma part, un point vraiment important. Il y a donc deux marges, et ces deux marges d'ailleurs sont en relation l'une avec l'autre. Il y a la marge des inassimilés, des individus déclarés par le sens des normes comme hors normes, mais il y a aussi la marge de ceux qui, dans les normes mêmes, contestent l'usage dominant de ces normes et veulent produire des usages singuliers. Cette notion d'usage a d'ailleurs été, et pour moi ce n'est pas un hasard, a d'ailleurs été retravaillée par Michel Foucault lui-même dans ses derniers textes, dans le texte notamment dans l'histoire de la sexualité qui s'appelait « L'usage des plaisirs ». Foucault montre que l'usage, c'est une liberté, relève d'une liberté inappropriable. Faire usage d'une norme, c'est quoi ? C'est inventer une forme de vie propre à la manière de faire quelque chose. Et Foucault disait, mais il n'y a jamais deux individus qui redéveloppent la loi ou la norme de la même manière. Chacun le fait à sa manière, chacun réinvente un usage. Segundo o filósofo francês de Certeau, existe uma invenção do cotidiano ligada ao fazer, que nos leva a espaços alternativos. A esses espaços, Foucault deu o nome de heterotopia. Onde? Não sabemos. Cada pode criar esse outro espaço e eles são terrenos férteis para a criação de novas formas de vida. Et ces espaces autres, ils ne sont pas hors normes au sens de dehors, ils sont bien à l'intérieur du système des normes, et ils font apparaître d'ailleurs des formes de contingence, des formes de contingence dans les normes. C'est-à-dire que ces espaces autres, ils font apparaître des possibilités de vie nouvelles, et ces possibilités de vie nouvelles, elles sont en rapport avec des styles, avec des façons de faire nouvelles, qui viennent justement très souvent, et ce n'est pas un hasard, des individus déclarés hors normes. C'est-à-dire que les individus que nous déclarons en général hors normes, ceux que nous déclarons sans voix, sans visage, désœuvrés, déshumanisés radicalement, sont justement souvent ceux qui produisent dans les normes des formes de vie inédites, alternatives, insolites, avec lesquelles, je crois, une société doit envisager que ces formes de vie sont une possibilité de renouvellement complet de la forme sociale dans laquelle elle se situe. Je dirais que la philosophie, si elle peut servir à quelque chose, c'est justement peut-être à contrer la culture dominante de la norme par un appel à une contre-culture des micro-normes, des petites normes trafiquées par les sujets, qui justement créent soit de l'hybridité entre des espaces, soit créent des espaces autres. Je crois que la philosophie doit devenir en ce sens ce qu'elle a toujours été, en tout cas depuis 1968,
c'est-à-dire quelque chose comme une contre-culture. Existe educação fora das normas? La réponse actuelle aux problèmes sociaux, etc., c'est plutôt la mise au pas de l'éducation, c'est la mise sous tutelle de l'éducation, c'est sous la forme de l'évaluation de l'éducation avec des impacts qu'il faut pouvoir mesurer, analyser de près. C'est donc en quelque sorte la constitution d'une éducation à l'intérieur du marché. Et c'est aussi, par ailleurs, la fragilisation des donneurs d'éducation, dans la mesure où la phrase de Victor Hugo ouvrez une école et vous fermerez une prison semble aujourd'hui renversée. On a l'impression que c'est plutôt ouvrez une prison et vous fermerez une école. Et ça, je crois que c'est quand même un trait de la gouvernementalité néolibérale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où effectivement l'éducation est relativement restreinte et où elle est surtout, en étant restreinte, inféodée à des critères marchands. Donc je dirais qu'effectivement, une éducation doit pouvoir, une formation d'éducation doit pouvoir effectivement considérer la possibilité de l'hétérotopie, comme vous l'avez dit très justement. C'est-à-dire que l'éducation, au lieu d'être tournée vers des critères marchands, vers l'idée qu'il faut absolument insérer les sujets, les vies dans le monde du travail, qu'il faut donc faire entrer l'entreprise dans l'éducation, etc., l'éducation devrait être considérée en elle-même comme un espace autonome, comme un espace hétérotopique, justement. Le drame aujourd'hui, c'est qu'on ne considère pas l'éducation comme une hétérotopie, mais on la considère comme un palliatif, un palier pour l'accès à un monde de l'insertion. C'est une espèce de vision en entonnoir que nous avons à l'égard de l'éducation. L'éducation n'est ouverte que parce qu'elle referme le sujet dans l'intérieur du monde du travail. Je crois qu'il faut renverser l'entonnoir et considérer justement que l'éducation doit pouvoir être une expérience en elle-même hétérotopique. Com o maio de 68, muita coisa mudou. Mas a sociedade que daí surgiu é o que se desejou? Como ficam a igualdade e liberdade sonhadas diante da crise hoje? Onde estão aqueles que, em 1968, levantaram a bandeira da fantasia no poder? Je ne pense pas qu'il soit à l'Élysée, dans le palais présidentiel. Parce qu'effectivement, de ce point de vue, il y a une consolidation du pouvoir qui cherche à annuler les formes d'imagination. Hein. Et donc, ce que je dirais, c'est que l'imagination, elle est nécessairement quelque chose comme un contre-pouvoir. Dès qu'il y a du pouvoir, il y a une confiscation de l'imagination et il y a une annulation des potentialités de l'imagination. Et je crois que l'imagination, elle doit redevenir quelque chose comme une expérience de la multitude. Et cette expérience de la multitude, elle n'est pas décrétée par le pouvoir, elle s'institue dans des expériences collectives ordinaires, comme par exemple toutes les associations de collectifs de chômeurs, toutes les associations aussi de formes nouvelles de militantisme. Et ça, je crois que ça avait été, en un certain sens, porté par l'analyse de Michel Foucault, de Deleuze notamment. Il y a une tristesse de l'imagination qui vient se heurter toujours à des formes de pouvoir qui veulent l'annuler, la dominer, de telle sorte que l'imagination doit toujours repartir par en bas, plutôt qu'être instituée par en haut. E afinal, que alternativas propõe Michel Foucault? Existiria para ele alguma forma de organização política ou social
onde não haveria exclusão? Forcément, alors on aurait envie spontanément de dire oui, il propose quelque chose de concret. Et en même temps, je crois qu'il faut faire attention au rôle qui est celui de l'intellectuel, du penseur en général, qui ne doit pas être, et Foucault était très sensible à ça, qui ne doit pas être confondu avec, disons, quelqu'un comme comme un donneur de leçons, quelqu'un qui dirait voilà comment il faut faire et voilà comment il ne faut pas faire. Il a même critiqué, Foucault, violemment cette idée de l'intellectuel comme une idée très 19e siècle. Il la voyait à l'œuvre chez Sartre. Bon. C'est-à-dire l'idée que le philosophe, au fond, s'érige en modèle pour dire quelles sont les formes de vie bonnes et quelles sont les formes de vie mauvaises ou moins bonnes. Et on voit par là que la conséquence est aussi que, à ce moment-là, si on fait ça, effectivement, on aurait envie de dire, ben voilà quelle est la société juste, et voilà le type même de société injuste. Et on peut introduire à ce moment-là un argumentaire très bien fait, où on va faire apparaître la société juste. Et il y a une philosophie politique aujourd'hui qui essaye de penser un peu les choses ainsi. Celle qui vient plutôt du formalisme, justement, juridique, à la manière de John Rawls, par exemple. Foucault était beaucoup plus attentif au fait que son rôle n'était pas en quelque sorte, d'ouvrir les portes, mais de donner quelques clés aux gens pour que les gens puissent ouvrir les portes eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est un point très important pour ma part. C'est un enseignement que je garde vraiment en lettres d'or. Je pense que le rôle de l'intellectuel n'est pas d'ouvrir les portes à la place des gens, mais de fabriquer quelques outils qui vont peut-être pouvoir servir, par certains, d'une manière totalement recréatrice en pratique et aussi en pensée, à ouvrir les portes. Par conséquent, donc, je dirais que dans le réel aujourd'hui, il y a des alternatives, effectivement, vous y avez fait référence, il y a des formes alternatives, des formes sociales qui viennent de manières de faire collectives des gens, et je crois que ce sont ces formes-là qu'il faut essayer peut-être de faire apparaître avec encore plus de force, encore plus de poids, plutôt que de décréter par avance quelle doit être l'expérience. L'art de Michel Foucault était de faire de la politique là où de la politisation était déjà en cours. L'art de Michel Foucault était donc en quelque sorte de nous faire comprendre que le politisable n'existait que là où il y avait en quelque sorte des zones de fracture, de combat, de contingence dans le monde réel. Como pensar hoje? Et pour ma part, j'y vois là, je reviens juste un instant là-dessus, mais j'y vois là quelque chose de la modestie, du travail de la pensée. Pendant longtemps, peut-être, le penseur est quelqu'un qui a voulu, ou c'est comme ça qu'il a été pensé, a voulu être un prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui est en avance d'un monde. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire aujourd'hui quel est le monde et quel sera le monde de demain. Alors il y a des prophètes catastrophistes, disons demain ça va être l'apocalypse, l'effroi, et nous en avons déjà des signes aujourd'hui, regardez ce qui se passe, le réchauffement climatique, patati patata, bon très bien. Et puis il y a des prophètes qui sont des prophètes enchanteurs, utopistes. Demain ce sera superbe parce que voilà, on va instituer un nouveau monde, etc. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a un malentendu sur ce qu'est la pensée, c'est-à-dire que le rôle de quelqu'un qui pense n'est pas de couper l'herbe en disant voilà la bonne herbe et voilà la mauvaise herbe, mais plutôt d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en termes aussi d'invention collective, parce que justement aujourd'hui n'est pas seulement la crise, le monde marchand, l'hégémonie de la gouvernementalité néolibérale, etc., aujourd'hui est aussi un ensemble de formes de contestation, d'invention collective qui existent déjà. Et que notre rôle est, je crois, de rendre encore plus audible et visible. En ce sens, toute la réflexion que j'ai faite sur la voix et le visage trouve là aussi un prolongement, c'est-à-dire que le rôle d'un intellectuel ne peut pas être de prendre la voix, mais de porter la voix.
et ceci est très différent, je crois, dans le style, dans la façon de faire de la philosophie.